Ok, j'ai commencé l'enregistrement et maintenant je vais vous faire. Essaie de faire co-host au lieu de host seulement. Mais où là? Va sur le nom de Patrick et il y a une option Make co-host. Et je Wow. pense que ça arrive. Je vois Oh, seulement si host. ça It's okay. si It's ça fine. marche pas, ça va. Oui, moi aussi, je vois que host. Oh, ok. Donc, Ok, allons-y. ok, d'accord. Donc, bienvenue Patrick à notre sommet et bienvenue à toutes les participantes. Et pour commencer, j'aimerais faire une introduction de Patrick. Donc, il a étudié en France et a eu un master de George Washington University. Il est maintenant directeur de ESI, École supérieure des photoniques d'Haïti. Et il a beaucoup d'autres activités, mais j'aimerais demander à Patrick directement. Donc, si vous pouvez faire une présentation, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous aimeriez que les jeunes filles dans cet appel sachent de vous? Bien, écoutez, vous avez dit le principal, Léa. Je voudrais d'abord vous remercier, vous et Beverly, de m'avoir invité à parler dans ce panel. C'est un honneur et un plaisir pour moi, surtout que convaincre les jeunes femmes haïtiennes de se lancer dans les sciences en général, je ne parle pas de l'informatique en particulier, mais les sciences, c'est un combat que nous essayons de mener avec des succès, des échecs, mais que nous essayons de mener depuis longtemps. Donc, ce que vous faites est tout à fait en phase avec ce que nous pensons qui doit être fait en Haïti. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai fait une formation d'école d'ingénieur en France, enfin, après le bac, j'ai passé mon bac. Après le bac, j'ai fait une année d'université et 5 ans d'école d'ingénieur. Et après, j'ai fait 2 ans à Washington, à GW, où j'ai fait un master en software engineering. Alors, à l'époque, le software, ce n'était pas ce que c'est maintenant. C'était des grosses machines qui prenaient des pièces entières. Les micro-ordinateurs n'existaient pas. Je venais d'acheter mon premier ordinateur qui était un Apple II, qui avait 16 kilooctets de mémoire. Donc, inutile de vous dire l'évolution qu'il y a eu entre-temps. Ce que je voudrais, alors ici en Haïti, j'y suis depuis 30 ans. L'institution que je dirige maintenant a été créée en 94-95. Donc, elle a près de plus de 20 ans maintenant, quand même. Donc, on est vraiment focus, je dirais, spécialisé sur les technologies en général, avec une composante gestion de plus en plus forte aussi sur demande des employeurs. Et j'ai été aussi entre 2009 et 2011, donc juste avant le tremblement de terre et après le tremblement de terre, coordonnateur de la commission présidentielle sur les technologies qui avait été créée à l'époque par le président Préval, qui devait durer 1 an, qui a duré un peu plus de 2 ans à cause du tremblement de terre, justement, et qui était chargé de travailler surtout la gouvernance électronique dans l'administration publique. Et c'était un peu, je dirais, le thème central de notre travail. Ce que je voudrais que les jeunes filles retiennent peut-être de tout ce qu'on va dire, s'il y avait une seule chose à retenir, c'est que les sciences et les technologies aujourd'hui, c'est ce qui fait bouger le monde. Ce n'est pas le droit, ce n'est pas la politique, ce n'est pas le social, ce sont les sciences et les technologies aujourd'hui qui font bouger le monde. C'est dans les sciences et les technologies que la valeur, donc le développement économique, donc l'argent se crée. Et c'est là, je crois, qu'il y a vraiment des opportunités, qu'il y a une forte demande. Et je pourrais illustrer ça avec, j'espère, quelques éléments de preuve de ce que je dis de ça lorsqu'on va avancer dans notre session. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, on a Bergeline aussi qui sera notre modératrice. Donc, Bergeline, est-ce que tu aimerais te présenter? Bonsoir, je suis Bergeline et je suis étudiante en économie appliquée au CTPEA. Très bien. D'accord, merci. Enchanté, Bergeline. Enchantée, Patrick. Donc, je pense qu'on fera en alternance. Donc, vous aurez une question de moi, ensuite une question de Bergeline. Donc, la première question que j'ai pour vous, c'est quoi le pourcentage de jeunes filles à ESI qui étudient l'informatique et que faites-vous pour avoir un plus grand nombre de jeunes filles à intégrer votre institution? La première question est facile à répondre, la deuxième moins facile. Le pourcentage qu'on a est entre 10 et 15%, ça varie d'une année à l'autre, entre 10 et 15% de jeunes filles qui viennent étudier effectivement les technologies. Ce que nous faisons, alors ce sont des activités, je dirais, relativement ponctuelles, puisque nous allons de temps en temps dans des lycées, nous adresser on l'a fait au Cap Haïtien il n'y a pas très longtemps, un peu à Port-au-Prince, à travers des partenaires avec lesquels on travaille, qui identifient les lycées, les écoles
et avec lesquels on essaie un peu de faire du lobbying, je dirais, pour les sciences et les technologies. À travers des projets aussi, on a, je dirais, l'ESI a deux personnalités, d'une certaine manière, la personnalité académique, qui est la formation, je dirais, plus traditionnelle en informatique, et la personnalité projet. Et nous sommes impliqués dans je peux dire aujourd'hui, beaucoup de projets. Ça a été un processus évolutif au fil des années, mais aujourd'hui, dans beaucoup de projets, avec des partenaires tels que la Banque mondiale, l'Union européenne, la BID, des ONG aussi sur place en Haïti. Et l'avantage d'être impliqué dans ces projets, c'est que d'abord, ça crée des réseaux, ça crée des partenaires. Ça nous donne accès aussi, ça nous donne des plateformes aussi pour avoir accès à des populations auxquelles on n'a pas forcément accès, nous, depuis nos bureaux, je peux dire, à Port-au-Prince. Et beaucoup de ces projets aujourd'hui ont une composante genre qui est extrêmement importante. Et je pourrais donner des exemples tout à l'heure, je ne veux pas garder la parole trop longtemps, de choses qu'on a faites qui sont adressées spécifiquement aux femmes. Et on pense que plutôt que d'aller leur parler, d'essayer de les convaincre que les sciences et les technologies, c'est bien et tout ça, on préfère, chaque fois qu'on en a l'occasion, les impliquer dans des projets concrets, leur faire goûter, je dirais, un peu le gâteau d'une certaine manière, en espérant que ça va leur donner envie vous voyez, d'aller plus loin. Voilà. Bien. D'accord. Et pour commencer, vous aviez présenté Patrick Attier, le personnage. Est-ce que maintenant, vous pourriez faire une présentation de l'école et nous dire quel débouché qu'il y a pour un étudiant qui a effectué tout son parcours à l'ESI? Alors, très rapidement, l'école est un établissement d'enseignement supérieur. Ce n'est pas une université au sens large parce qu'on n'a pas un département de médecine, un département de droit, de sciences économiques, etc. C'est un établissement d'enseignement supérieur, de type école au sens français du terme, un petit peu, qui a un programme de licence en sciences informatiques et en gestion. Mais je dois vous dire que ces programmes ont évolué au fil du temps. Les étudiants qu'on avait qui étaient en licence en informatique, les employeurs nous disaient « Ok, en sciences et technologies, ils sont bien, mais en gestion, ils ne sont pas très bons parce que pour évoluer dans l'entreprise, il ne faut pas qu'ils soient seulement techniques, il faut qu'ils soient capables de lire des états financiers, de gérer des projets, de pouvoir parler en public à des équipes, etc. etc. » Et ceux qui étaient en gestion, les employeurs nous disaient très souvent « Bon, en gestion, ils ne sont pas mauvais, mais techniquement, ils ne sont pas bons. Il faut qu'ils puissent maîtriser ce que c'est qu'un système d'information. Il faut qu'ils puissent discuter avec une compagnie logicielle pour pouvoir expliquer les besoins de l'entreprise en comprenant comment l'expliquer à des gens qui sont plutôt techniques. » Donc, on se retrouvait dans une symétrie quasi parfaite où l'informatique devait être plus gestionnaire et le gestionnaire devait être plus informaticien. Donc, on a modifié notre programme en conséquence et aujourd'hui, le programme, c'est un programme qui est un tronc commun gestion et informatique, mathématiques, etc. Donc, toutes les matières, je dirais, de base pendant les 2 premières années. Et les 2 dernières années, l'étudiant ou l'étudiante peut décider de se spécialiser soit dans un domaine purement technique, soit dans un domaine qui soit plus orienté gestion. Donc aujourd'hui, c'est ça. Et comme je disais tout à l'heure, la deuxième activité, ce sont les projets auxquels on participe. Et aujourd'hui, on a un portfolio de projets. Je vais vous en donner un que vous pourrez trouver sur Internet, qui a un site Internet qui s'appelle AITIC en créole, AYITIC, GOS Global, qui est un partenariat avec l'Institut pour la recherche et le développement canadien et l'ACNIC. L'ACNIC, qui sont ceux qui gèrent les adresses Internet dans la région Caraïbes et Amérique latine, qui étaient nos principaux partenaires. Et une des composantes de ce projet, c'était de former en ligne, je dis en ligne, mais c'était une formation hybride en réalité, 300 jeunes filles de quartiers défavorisés pour leur donner une compétence de base en informatique et en data science, mais vraiment introduction data science. Un autre type d'activité qu'on a mené avec une organisation qui est à Bel Air, qui s'appelle Viva Rio, c'est de former des jeunes qui ne savaient rien du tout, qui savaient à peine allumer un ordinateur. On les a formés en 15 jours, un peu plus de 15 jours, au développement d'applications mobiles. Imaginez, c'était un challenge. On ne savait pas du tout si on allait y arriver ou pas. Et ça a très, très bien marché. On a eu des choses très intéressantes après 15 jours. Ce que je veux dire par là, c'est que non seulement ce sont des carrières qui sont abordables, mais on peut prendre des raccourcis, c'est-à-dire ce que les étrangers ont mis 50 ans pour faire, on peut le faire nous en quelques années très probablement parce qu'on peut s'approprier le résultat de ce qu'ils ont fait et construire dessus, vous voyez. Mais pour répondre à votre question, donc l'ESI, en gros, c'est ça.
On est en train maintenant d'essayer de développer une composante recherche, puisqu'on pense que tant qu'il n'y a pas de recherche dans un établissement d'enseignement supérieur, c'est difficile de s'appeler une université. Et on veut arriver maintenant à avoir vraiment au moins quelques chercheurs qui travaillent sur des sujets appropriés, intéressants pour Haïti et si possible exportables. Je pourrais donner quelques exemples tout à l'heure. D'accord, c'est vraiment, vraiment intéressant, surtout d'aller dans les quartiers défavorisés. Donc, non seulement rester dans, disons, la crème de la crème, des gens qui savent vraiment ce qu'est déjà STEM, qui savent vraiment quelles sont les universités qu'ils visent, mais vraiment aller vers ces gens qui n'ont pas vraiment la possibilité. Je pense que c'est vraiment intéressant. Mais en Haïti, la réalité, c'est que beaucoup de personnes vont à l'université pour trouver un travail. Donc, ça prend beaucoup de temps pour qu'ils puissent vraiment prendre l'expérience universitaire et tout ça. Et j'aimerais dire, quelles sont les opportunités que les étudiants et étudiantes d'ici ont après? Est-ce que vous avez des partenariats avec certaines entreprises en Haïti? Ou est-ce que vous avez, par exemple, des career fairs, des forts à l'emploi, où les étudiants peuvent directement parler avec des employeurs? C'est quoi cette relation haïtienne? Alors, on travaille au fil des années quand même. On a développé des partenariats. On travaille beaucoup avec des compagnies comme Digicel, par exemple, beaucoup d'ONG. Des entreprises, des petites et moyennes entreprises aussi en Haïti qui embauchent beaucoup nos étudiants. Je peux vous donner un exemple. Alors, ce n'est pas une petite et moyenne entreprise. Si je prends la Banque centrale, la BRH, ils ont plus de 20 étudiants, plus de 20 anciens de chez nous qui travaillent dans leur département informatique, le ministère des Finances. Je dirais que l'État aussi est un grand employeur de nos étudiants. Mais je peux affirmer, je peux dire aujourd'hui que dans le domaine des technologies en général, si on prend la technologie informatique d'une manière générale, les deux branches qu'on voit le plus en Haïti, qui sont les télécoms et les réseaux et les bases de données et la programmation en général, ce sont des domaines dans lesquels il y a toujours des emplois. Je dirais même dans la situation chaotique dans laquelle que vous pouvez observer en Haïti, politique, sociale, le lock, le Covid, etc., nous recevons toujours des gens qui ont besoin de profils technologiques. Toujours. Je ne dis pas qu'on a 100% d'emploi, non. I wish. Mais quand même, on ne peut pas se plaindre par rapport à la situation du terrain actuel. Je peux vous dire qu'un étudiant ou une étudiante aujourd'hui qui a un master, je parle d'un master, on a 100% d'emploi aujourd'hui. Et je dis ça vraiment sans aucune humilité. Évidemment, on n'en diplôme pas 10 000 par an, bien sûr. Mais je peux dire que si on diplôme peut-être entre 10 et 20 étudiants chaque année au niveau master, soit qui font leur première année de master chez nous, ils font la deuxième en France, au Canada, aux États-Unis. S'ils reviennent en Haïti, ils trouvent du boulot. En général, ils ne passent pas 6 mois, 1 an sans trouver du travail. Et je parle d'un travail relativement stable, correctement payé, etc., etc. Les étudiants qui sont en niveau licence, en général, on a entre 40 et 50%, je dirais, de taux d'emploi, un peu moins d'un étudiant sur 2. Donc, évidemment, en licence, moins. Mais on essaie de convaincre au maximum les étudiants aujourd'hui d'aller jusqu'à la maîtrise. Vous savez, quand j'étais étudiant, quand vous aviez un master, vous étiez un dieu. 10 ans avant que je sois étudiant, quand on avait une licence, on était un dieu. Quand j'étais étudiant, quand on avait un master, on était un dieu. Aujourd'hui, quand on a un bachelor, on vous dit « so what, big deal », ça ne représente pas grand-chose. Le bachelor, aujourd'hui, c'est un tremplin vers le master. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Et quand vous avez le master, on vous dit « ouais, c'est pas mal, mais bon, ok ». Il y a des containers entiers de gens comme vous qui ont des masters. Donc aujourd'hui, le master, je dirais, c'est une condition nécessaire pour moi, je pense, mais pas suffisante, je veux dire, pour trouver un emploi. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si vous n'allez pas au moins jusqu'au master, et les gens qui vous disent les diplômes, ça ne sert à rien, ceci, cela, c'est de la blague. Je constate que ceux qui n'ont pas de diplôme galèrent énormément pour trouver du travail. Ceux qui ont des bons diplômes, je vous assure, trouvent du travail. Donc on peut toujours débattre pendant des heures et des heures sur l'université, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas pratique, c'est pas ceci, c'est pas cela. Moi, je suis fatigué d'entendre le discours de c'est pas assez pratique, c'est pas. On a besoin en Haïti de gens qui ont une capacité d'abstraction, de modélisation, et pas forcément autant de gens qui ont que des capacités pratiques. Parce que la pratique, quand vous avez la capacité d'abstraction, vous l'apprenez très très vite. L'inverse n'est pas vrai. Si vous êtes un très bon praticien, mais que vous n'avez pas les bases pour abstraire et pour modéliser les choses, c'est beaucoup plus difficile pour vous et vous êtes en général cantonné plus ou moins dans le… Alors, il y a toujours des exceptions dans tout, évidemment, mais je crois qu'aujourd'hui, vraiment, aller au minimum jusqu'à la maîtrise, c'est vraiment un strict minimum. Ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante, mais c'est certainement une condition nécessaire. À moins que vous ayez une expérience pratique absolument extraordinaire, hors du commun,
qui permettent de compenser ça, évidemment. Il y en a, hein, ça existe, mais ce n'est pas la majorité. D'accord. Bien. Et étant moi-même étudiante dans un centre où le quota de filles n'est pas vraiment élevé, je sais comment ça peut être difficile. Maintenant, allez-y, comment est l'environnement pour une fille? Parce que les filles peuvent avoir des craintes, elles peuvent se dire, ben, je vais dans une université, il n'y a pas beaucoup de filles, est-ce que je vais être reconnue à ma juste valeur? Est-ce que mes efforts seront vraiment reconnus parce que je suis une fille? Donc, en termes d'environnement, qu'est-ce que propose l'ESI pour les filles? Écoutez, je vais vous répondre à travers des exemples, hein. Nous avons actuellement 10 jeunes filles qui sont soit la plupart des étudiantes finissantes ou des anciennes étudiantes qui travaillent, qui sont en train de suivre, on a obtenu une bourse pour elles pour qu'elles suivent une formation intensive, un bootcamp sur la technologie blockchain. On pourrait parler de la technologie blockchain indéfiniment, vous en avez peut-être entendu parler, et ça, ce sont des bourses qui sont réservées uniquement pour des filles. C'est une compagnie qui s'appelle Consensys, C-O-N-S-E-N-S-Y-S. C'est l'un des plus grands pourvoyeurs de formation sur le blockchain dans le monde. Ils sont basés à Londres et cette formation se fait directement sur cette technologie. Je vous ai parlé tout à l'heure des formations sur les technologies mobiles, des formations des 300 filles avec Haïti Goes Global. Je vois que vous avez mis le lien sur le chat, c'est bien. Donc, juste pour vous citer quelques exemples. Maintenant, les craintes que vous pouvez avoir, je ne sais pas de quel ordre elles sont, mais ce que j'observe sur notre site, c'est que les filles n'ont aucun problème. Avec les garçons, ça se passe très bien. Elles sont, je dirais, traitées de la même manière. Vous savez, les garçons peuvent être taquins parfois, mais les filles peuvent être taquines aussi, hein, elles le leur rendent bien. Mais c'est très, je dirais, je n'ai pas pu constater vraiment de choses mauvaises qui se sont passées au fil des années dans les relations entre hommes et femmes, entre profs et filles. Alors, on n'est pas toujours sur leur dos pour tout vérifier, hein, je ne peux pas vous garantir à 100% que tout est parfait, mais on n'a pas vu qu'il y avait une mauvaise ambiance ou lorsqu'on organise des hackathons ou des activités, les garçons et les filles font des équipes entre eux. Écoutez, a priori, il n'y a aucun problème. On voit que les filles sont à l'aise. Là, on a quelques filles qui sont en train d'essayer de participer à un hackathon de Cisco qui aura lieu, si je me rappelle bien, en janvier. Non, à mon avis, elles sont traitées exactement de la même manière. Il n'y a pas du tout de différence. Bon, elles sont moins nombreuses, c'est vrai. Donc, elles ont tendance à se regrouper entre elles, hein, comme elles sont moins nombreuses. Mais je ne vois pas du tout, quand on est dans les salles de classe, de problèmes particuliers ou quand on a des événements ou des activités, je dirais de problèmes absolument. Mais ce que je vous dis est vrai chez nous, mais c'est vrai dans les autres établissements universitaires aussi. On n'est pas une exception. Alors évidemment, je répète, on n'est pas 100% du temps toujours sur leur dos à tout vérifier. Donc, il n'y a jamais de garantie qu'il ne peut pas se passer des choses. Mais je dirais que ça reste quand même, ce n'est pas la règle, quoi, disons. Ce n'est pas du tout la règle. Et quand on constate que quelque chose se passe, en général, on essaye d'agir très, très vite. Très, très vite. Donc voilà, j'espère que ça répond un petit peu à votre question. Oui, ça va, merci. L'autre question que je pourrais avoir pour vous, c'est, disons qu'il y a une jeune fille qui vient de province, qui est vraiment intéressée par l'informatique et que malgré toutes les difficultés, tous les problèmes, cette personne réussit à passer de bonnes notes au baccalauréat et à apprendre as much as she can online et tout ça. Et est-ce que ESI a des programmes de bourse pour des jeunes filles qui viennent des milieux défavorisés, qui, par exemple, pourraient être intéressées à poursuivre des études à ESI, parce qu'on sait que l'éducation est la clé du développement, et cette éducation-là pourrait faire un grand changement dans leur vie, pourrait commencer leur carrière. Est-ce qu'il y a des bourses disponibles à ces jeunes filles-là? Alors oui, il y a des bourses. Les bourses sont données uniquement sur des critères académiques, et je veux insister là-dessus. Vous pouvez être blanc, noir, riche ou pauvre, multimillionnaire ou très très pauvre, ça ne change rien du tout. Nos bourses sont données uniquement sur des critères académiques. Là, on vient de donner une bourse. C'est marrant que vous posiez la question parce que le timing est bien dans le sens où on vient de donner une bourse là à une jeune fille qui s'appelle Mademoiselle Simi, qui est du Cap haïtien. Et elle a eu, je crois qu'elle est dans les 10 premières dans son académie pour le bac. Et on lui a donné une bourse parce qu'on voulait vraiment qu'elle vienne chez nous. C'est une personne de qualité qui écrit des emails dans un français absolument impeccable, sans faire de fautes, etc. Ce qui est rare, hein, je peux vous dire, c'est très, très rare.
Et même chez les Français, c'est rare d'ailleurs. Donc, c'est pour vous dire. Donc, et on lui a donné une bourse, mais évidemment, la bourse, elle est conditionnée à la qualité de chaque année. C'est-à-dire, ce n'est pas une bourse sur 3 ans ou 4 ans, c'est une bourse qui est renouvelable dépendant de ses résultats académiques. Donc, ce n'est pas des bourses en quantité extraordinaire, mais on a des étudiants aussi d'organisations qui donnent des bourses pour des universités locales. Vous avez entendu parler certainement d'une organisation qui s'appelle HELP, le Haitian Education Leadership Program, qui est une excellente organisation qui fait un excellent travail. Et nous avons des étudiants financés aussi par HELP qui sont chez nous, on en a pas mal. On a aussi pas mal d'étudiants qui sont financés soit par leur entreprise, soit par leurs parents, enfin, soit par des amis, soit par… Donc ça, je dirais, c'est aussi des financements qui sont pas négligeables. Des gens qui décident de financer un garçon ou une fille parce qu'ils estiment qu'il en vaut la peine ou qu'elle en vaut la peine, qu'elle est intelligente, etc. etc. Donc, je dirais ces 3 types de bourses. Je parle de bourses locales pour des établissements haïtiens, pas pour aller à l'étranger. Donc, voilà un petit peu les différents scénarios que nous avons. Ok, bien. Donc, maintenant, finalement, à ces filles-là qui vous suivent et qui peut-être auraient envie de s'engager dans une carrière scientifique et qui hésitent encore, peut-être à cause des stéréotypes, des idées qu'elles ont reçues. Donc, j'aimerais que vous vous adressiez personnellement à elles d'une manière à les encourager. Bon, écoutez, je vais dire ce que je dis en général aux étudiantes qui viennent, à qui j'ai affaire à l'école. Je vais parler à leur place un peu. Elles me corrigeront si je dis des bêtises. Mais qu'est-ce qu'elles veulent, les jeunes filles? C'est un peu comme les garçons. Je veux dire, c'est pas tellement… Alors, les contextes peuvent être différents, mais les objectifs, souvent, se ressemblent. Qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent avoir un métier intéressant. Elles veulent faire de l'argent. Elles veulent avoir un métier qui leur permette de s'épanouir, qui leur permette de voyager, etc., etc. Et aujourd'hui, la plus belle opportunité pour ça, c'est la science en général. Alors, on parle peut-être plus d'informatique dans notre cas, mais quel que soit le domaine scientifique dans lequel vous allez, il y aura des opportunités. C'est aujourd'hui la science qui fait changer le monde, c'est la science qui produit la valeur. Je vais vous donner quelques exemples. Vous prenez aujourd'hui les entreprises les plus riches de la planète, vous les connaissez comme moi, je ne vous apprends rien. C'est les Google, c'est les GAFA en général, les GAFAM avec Microsoft. Ces grosses entreprises se sont créées dans des universités, la plupart d'entre elles. Bill Gates a créé Microsoft pendant qu'il était étudiant à Harvard. Sergey Brin, Larry Page ont créé Google pendant qu'ils étaient en train de faire leur PhD à Stanford. Mark Zuckerberg a créé Facebook pendant qu'il était à Harvard. Il y a plein d'exemples comme ça. Aujourd'hui, cette valeur se crée dans un environnement où on apprend des choses pointues. Et aujourd'hui, c'est l'université en général. Donc, je dirais, vouloir se lancer dans une carrière aujourd'hui, pour moi, et ce que je vous dis, je l'ai pratiqué avec mes enfants, donc je ne suis pas en train de vous dire ça et faire le contraire avec mes enfants, à qui j'ai dit littéralement que je ne finançais pas leurs études s'ils ne faisaient pas des études scientifiques. Ils ont un peu râlé au début, mais je vous assure qu'ils sont très contents aujourd'hui, ils me remercient. Mais il y a eu des batailles, j'admets qu'il y a eu des batailles, un garçon et une fille. Mais ils sont aujourd'hui très très contents. Ils sont tous les deux rentrés en Haïti et grâce à ça, ils se débrouillent très très bien, je peux vous dire. Mais ce que je voulais vous dire, je vais vous donner un exemple moi qui m'a frappé. Prenez le cas d'Israël. Vous connaissez tous Israël. Israël est un pays de 9 millions d'habitants. Les chiffres que je vous donne, je crois, datent de 2019. Donc c'est quand même assez récent. Un pays de 9 millions d'habitants, donc une population comparable à celle d'Haïti, à peu près la même population. Vous avez tous peut-être entendu dire qu'Israël, c'est une des Silicon Valley de la planète. Il y a énormément de technologies qui se développent en Israël et que cette Silicon Valley contribue aujourd'hui pour plus de 40% du PIB israélien, de l'économie israélienne. C'est-à-dire presque la moitié de l'économie israélienne aujourd'hui. Et Israël, c'est un petit pays par la taille, mais ce n'est pas un petit pays par l'économie et les compétences. Près de la moitié de leur économie dépend de la Silicon Valley qu'il y a chez eux et donc de leur technologie. Et c'est un tout petit espace. Ce tout petit espace génère plus de 40% des revenus d'Israël. Si vous regardez un petit peu un chiffre, et c'est ça qui m'a interpellé surtout, 9 millions d'habitants, population comparable à celle d'Haïti,
Vous avez en Israël 8000 chercheurs par million d'habitants. 8000 chercheurs par million d'habitants. Donc, si vous avez 9 millions d'habitants, ça vous fait 72 000 chercheurs. Vous avez soit 8 fois 9, 8000 fois 9, ça vous fait 72 000 chercheurs en Israël au total. Je peux vous dire qu'en Haïti, je suis sur le terrain, je connais les quelques chercheurs que nous avons ici. Si nous comptons le nombre de chercheurs que nous avons en Haïti, et ce que j'appelle chercheurs, ce n'est pas des gens qui ont juste PhD ou doctorat écrit sur leur carte de visite. Ce sont des gens qui font vraiment de la recherche. Donc des gens qui sont impliqués tant bien que mal dans un labo de recherche, qui essaient de produire quelques publications, de travailler sur des thématiques, je dirais, qui sont importantes pour le pays, etc., etc. Nous en avons, pour prendre une fourchette très large, entre 10 et 50. Je prends vraiment une fourchette très, très large. Soyons optimistes, disons que nous en avons 50 en Haïti. Comparé, 50 pour 10 millions d'habitants, ça fait 5 pour 1 million d'habitants. Nous avons 5 chercheurs pour 1 million d'habitants et nous en avons 8000 en Israël pour 1 million d'habitants. Vous imaginez? Et aujourd'hui, vous pouvez lire tous les rapports que vous voulez, mais il y en a un particulièrement qui est très explicite là-dessus, c'est le rapport de l'UNESCO pour la science, qui paraît, je ne sais plus, chaque année ou chaque 2 ou 3 ans, je ne suis pas sûr, rapport de l'UNESCO pour la science, qui vous démontre la corrélation entre le développement économique et les capacités scientifiques et technologiques. Cette corrélation, elle est très, très, très forte. Aujourd'hui, un pays n'a pas de développement économique s'il n'a pas de compétences scientifiques. C'est très simple. Vous noterez d'ailleurs que les pays qui réussissent le mieux dans les tests internationaux, ce sont les pays qui ont une formation en mathématiques très, 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 très intensive, très, très poussée. On prend les pays asiatiques, par exemple, où ils résolvent des équations différentielles quasiment à l'école primaire. J'exagère un peu, mais ce n'est pas loin. Ce sont les pays qui réussissent le mieux dans les tests internationaux. Et ces pays ont tous aujourd'hui, à part la Corée du Nord, évidemment, mais ces pays ont tous aujourd'hui un développement économique, ou ont eu un développement économique extrêmement important. La Chine, le Japon, Hong Kong, Singapour, vous n'avez qu'à lire sur eux, ce sont toujours les meilleurs élèves de la classe. Donc c'est important de bien comprendre ça, que le développement du monde aujourd'hui, les choses se passent dans les sciences et les technologies, pas ailleurs. Haïti n'a pas besoin de plus d'avocats, Haïti n'a pas besoin de plus d'ingénieurs civils, Haïti n'a pas besoin de plus de politiciens ou de spécialistes des sciences sociales. Haïti a besoin d'ingénieurs et de chercheurs pour travailler sur leurs problèmes qui sont les problèmes énergétiques, les problèmes d'environnement, les problèmes liés à la ville, les transports, les surpopulations, etc., etc. Tout ceci ne peut être résolu que par des scientifiques. Et je peux vous dire que le secteur public dépense des millions de dollars chaque année pour faire venir des étrangers qui sont payés une fortune. Et en général, qui préparent un document qui finit dans un tiroir. Rien ne remplace d'avoir nos propres compétences localement. Et je peux vous dire que ne tombez pas dans le raisonnement qui consiste à dire « Oh, en Haïti, de toute façon, on est tous des idiots, ça ne sert à rien de faire des grandes études. » Ce n'est pas vrai, parce que ceux qui en font trouvent du travail, malgré tout. Donc, il faut évidemment bien choisir son domaine. On a eu, nous, une expérience avec l'intelligence artificielle où un de nos anciens étudiants a fait un doctorat en France en intelligence artificielle. Il est revenu en Haïti pendant 3 ans, mais on n'a pas pu le garder parce que des entreprises européennes et américaines lui ont offert un pont d'or pour partir. Google lui a offert 25 000 $ par mois, pour vous dire. Je n'oublie et je ne rajoute aucun zéro. 25 000 $ par mois pour les rejoindre à Mountain View en Californie, dans leur quartier général, pour faire de l'intelligence artificielle. Plus que 250 000 $ par an, alors. Plus 300 000 par an, oui. À peu près 300 000 par an, c'est exactement ça. Et donc maintenant, c'est une chose à laquelle on doit se préparer aussi en Haïti. Il ne suffit pas de donner des bourses à des étudiants pour qu'ils reviennent en Haïti. Il faut aussi, dans certains domaines qui sont en pointe, prévoir leur retour, salaire, laboratoire, etc., etc., pour les garder. On ne peut pas faire la compétition avec Google, Facebook, etc., mais on peut quand même se préparer un petit peu mieux par rapport à ça. Ça, c'est une des leçons que nous avons tirées. Vous voyez. Donc, de toute façon, dans ces domaines, vous serez intéressante pour l'employeur haïtien, mais le gros avantage, c'est que vous serez intéressante aussi pour l'employeur dans le monde entier. Vous voyez. Donc, alors que dans les autres domaines, il y a des brouettes, des containers entiers de gens qui ont des formations dans ce domaine, et ça sera très difficile de faire votre chemin. Je ne dis pas que c'est impossible, bien sûr, il y en a beaucoup qui le font, mais aujourd'hui, les sciences et les technologies, et je ne dis pas ça parce que je suis dans ce domaine, je le constate dans les chiffres. Vous voyez que la République dominicaine, par exemple en Haïti, on prend un pays dont on aime bien parler, qu'on aime bien aimer ou haïr, la République dominicaine,
le président dominicain est le premier président de la Caraïbe à avoir acheté, alors c'est le gouvernement qui l'a acheté, ce n'est pas lui personnellement, une voiture Tesla d'Elon Musk. Et la République dominicaine vient d'inviter Elon Musk pour voir dans quelle mesure mettre en place une stratégie de développement des voitures Tesla en République dominicaine pour résoudre leurs problèmes énergétiques, pollution, transport, etc. Donc vous voyez l'avance qu'il commence à acquérir sur le reste, je ne dis même pas sur Haïti, je dis sur le reste de la Caraïbe. Donc on a besoin de gens bien préparés dans les sciences et les technologies, que le gouvernement soit bon, mauvais, corrompu ou pas corrompu, il y a toujours des besoins. Il y a toujours des besoins. Et si dans le pire des cas, vous pouvez me dire en Haïti, ça ne se passe pas bien, vous aurez toujours un tapis rouge qui vous sera déroulé à l'extérieur. Mais attention, pas avec un bachelor, pas avec une licence. Il faut aller le plus loin possible. Aujourd'hui, les compétences qu'on demande de vous sont pointues. On n'a plus ces compétences, ce n'est plus des compétences qu'on trouve dans la rue, ce sont des compétences qu'on apprend à l'université, qu'on affine évidemment après avec l'expérience et tout ça, avec les différents jobs différents emplois et stages que vous faites. Donc aujourd'hui, de plus en plus, et ce que je vous dis sera probablement encore plus marqué dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous finirez vos études, on exigera de vous non plus une petite licence en informatique, mais on va exiger de vous des spécialités en blockchain, des spécialités en intelligence artificielle, des spécialités en réalité virtuelle, en réalité augmentée, des spécialités en Internet des objets. Et dans ces spécialités, on exigera de vous peut-être des sous-spécialités encore plus pointues. Donc aujourd'hui, il faut être pointu, il faut savoir faire peu de choses, mais les faire mieux que tout le monde, plutôt que de savoir faire un peu tout. Oui. Donc, s'il y a un message que je peux donner, je dirais c'est ça, c'est vous former au plus haut niveau. N'écoutez pas les gens qui vous disent « Ah, l'université, ça ne sert à rien ». Je ne parle même pas de l'université en Haïti, je parle en général. Hein. Vous avez dû entendre ce genre de discours, ce n'est pas assez pratique, maintenant on a besoin de gens qui travaillent, bla, 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 bla. Okay? Les gens qui ont de bons diplômes d'université correcte, ils trouvent du boulot sans aucun problème. Alors, sans aucun problème, ça dépend des domaines, bien sûr. Mais en tout cas, dans un bon diplôme en sciences et technologies, je dirais même en Haïti, vous avez de très bonnes chances de bien vous en sortir. Je peux vous dire que pendant le tremblement de terre, après le tremblement de terre, on n'a jamais eu autant de demandes d'ingénieurs, télécoms, bases de données, etc. etc. Rappelez-vous, près de 8000 ONG sont venus s'installer en Haïti après le séisme et avaient toutes besoin d'installer des systèmes informatiques. On ne pouvait pas satisfaire toute la demande. Vraiment. Dommage, ce n'est pas comme ça tout le temps. Hein. Alors évidemment, pas pour le tremblement de terre, mais pour la demande, pour les offres d'emploi. Mais donc voilà, c'est un petit peu la manière dont je vois les choses. D'accord. Merci beaucoup. C'est très intéressant ce que vous dites parce que même pour moi, avec les mathématiques, j'étudie les mathématiques, mais je sais que j'ai besoin de l'informatique. Et dans tout ce que vous faites, vous pouvez faire l'économie et l'économie, la santé, tout, il y a toujours un rapport avec l'informatique qui peut seulement aider. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est ouvrir ça aux participants. Si vous avez des questions, je sais qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps, mais profitez de l'espace. Si vous avez des questions à poser à Patrick, allez-y. J'ai pas beaucoup de batterie, mais je vais pas activer la vidéo. Du coup, bonsoir, je suis Angèle. J'ai une question pour vous, Monsieur Patrick. J'aimerais savoir, vu que vous promouvez, vous voulez que les jeunes s'impliquent beaucoup plus dans le domaine de l'informatique. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, le fait que les jeunes s'intéressent encore, s'adonnent à ces domaines-là, cela ne pourra pas, comment dire, affecter la civilisation humaine ou encore pourrait, en fait, l'informatique pourrait pas nous dépasser ou encore nous deviendrons des esclaves de l'informatique. Est-ce que vous ne pensez pas ça? Écoutez, je vais essayer de répondre à votre question parce que je lis pas mal de choses là-dessus. C'est un sujet passionnant. Vous faites probablement référence à l'intelligence artificielle. Hein. Il y a beaucoup de grandes huiles qui parlent de ce problème. Moi, je pense que tôt ou tard, la question n'est pas de savoir si ça va arriver, mais quand. Est-ce que c'est demain, dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans? J'en sais rien, si l'humanité existe encore. Mais tôt ou tard, l'intelligence artificielle dépassera les humains, très probablement. C'est un process qui ne va pas s'arrêter, il n'y a aucune raison.
même si ça évolue par petites incrémentations. Je vous conseille de lire un livre qui est extrêmement intéressant si vous avez l'occasion ou de l'acheter sur Amazon. Je vais vous le mettre dans le chat. Voilà, j'ai fait une petite faute d'orthographe. C'est La guerre des intelligences d'un gars qui s'appelle Laurent Alexandre. C'est un médecin qui a créé des startups en France, qui est une des grandes voix qu'on écoute beaucoup sur l'intelligence artificielle. Et ce livre compare l'intelligence humaine à l'intelligence des machines et compare un peu l'évolution des deux. Vous avez aussi Yuval Noah Harari, je crois. Je ne sais pas si j'écris bien son nom. Harari, Homo Deus, c'est très aussi, lui aussi. Ils disent un peu la même chose. Hein. On va retrouver les mêmes conclusions, mais ça vous permet d'avoir deux sources différentes. Et donc, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est inutile, c'est futile d'essayer de prétendre qu'on va être plus intelligent que les machines indéfiniment, mais que le meilleur moyen pour nous de rester pertinent, et ce n'est pas que les machines, comme dans Terminator, vont nous exterminer, ce n'est pas tellement de ça qu'il a peur, c'est plus que les machines vont réaliser tous les jobs, vont prendre tous les jobs que les humains réalisent aujourd'hui, c'est-à-dire petit à petit. Ils vous disent tous les deux que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un très grand nombre d'emplois vont disparaître et ne seront pas remplacés par un très grand nombre d'emplois différents dans des domaines différents. Ça a été le cas jusqu'à présent, hein, l'industrie, depuis l'ère industrielle jusqu'à l'avènement de l'informatique, etc. Il y a des emplois qui ont disparu, d'autres qui sont apparus. Mais toujours de plus en plus pointus, hein, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Les machines, devenant de plus en plus intelligentes, vont probablement remplacer les humains petit à petit de plus en plus. Donc la question pour nous, c'est de nous dire, mais à quoi on sert, quoi? À quoi on va servir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans? À quoi Et 100 ans, pour nous, c'est loin, mais pour nos enfants ou nos petits-enfants, c'est rien, c'est demain. Hein. Donc, à quoi on va servir? Et pour eux, ce n'est pas être plus intelligent que l'intelligence artificielle, c'est être complémentaire de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire de nous concentrer sur ce qu'on peut faire. Peut-être que l'intelligence artificielle mettra beaucoup plus de temps à réussir à faire. L'aspect émotionnel, enfin, ce qui caractérise un peu l'humain, je dirais, de la machine. Même son intelligence scientifique, etc., sera remplacée par des machines. Par contre, son imagination sera beaucoup moins facilement remplacée par des machines. Vous voyez? Et bizarrement, ils vont vous dire que, par exemple, les métiers de docteur, d'avocat, etc., vont disparaître. En tout cas, être remplacés énormément remplacés par des machines. Et que les métiers qui ont le plus de chances de rester, ce sont les métiers tels que les métiers peut-être qui peuvent paraître moins qualifiés, hein, comme par exemple les métiers d'infirmière. Pourquoi les métiers d'infirmière? Parce que ce sont les infirmières qui ont cette relation humaine avec le patient. Et ça, la machine ne peut pas remplacer. Et donc, pendant très longtemps, les jobs d'infirmière vont rester. Par contre, les jobs de docteur, de plus en plus, vont disparaître. Écoutez, dans 5 à 10 ans, les gens n'iront plus voir le docteur, ils auront le diagnostic avec des machines à la maison ou sur Internet, qui sera aussi précis, sinon plus, que celui du docteur. Et les opérations chirurgicales se feront par des robots sans assistance d'humains. Aujourd'hui, il y a des humains qui assistent, parce que c'est encore un peu à la marge, mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, les robots opéreront bien mieux que les humains, vous voyez? Donc, tous ces métiers, par exemple, un étudiant qui commence la médecine aujourd'hui, qui va finir dans 10 ans, doit se poser la question de se dire, mais est-ce que tout ce que j'apprends pendant 10 ans va me servir vraiment à quelque chose, vous voyez? Je ne dis pas que non, mais je dis qu'il y a une réflexion à faire et à intégrer tout ça. Donc, ces livres vont vous aider à, je ne dirais pas répondre à votre question, mais au moins avoir des éléments de réflexion, vous voyez, pour votre question. C'est pour ça qu'Elon Musk travaille aujourd'hui sur cette histoire de Neuralink pour implanter des puces dans le cerveau humain. Les Chinois travaillent sur la fabrication sur la modification d'ADN pour augmenter le quotient intellectuel de leur population. Si je vous dis, vous savez, j'ai fait une expérience une fois dans une salle de classe. J'ai demandé ceux qui accepteraient que leur enfant ait une puce dans le cerveau pour augmenter leur quotient intellectuel, levez le doigt. Personne n'a levé le doigt. C'est oh là là, non, une puce dans le cerveau, vous plaisantez, non. Et lorsque je leur ai dit que, mais si maintenant tous les autres enfants de leur classe ont une puce et ils ont un quotient intellectuel de 40 à 50 de plus que leur enfant, est-ce qu'ils maintiennent toujours qu'ils ne veulent pas que l'enfant ait la puce dans le cerveau? Et puis là, les 3/4 ont levé le doigt en disant « pas carré derrière, il n'est pas bon ». donc, vous voyez, c'est une évolution culturelle, mais on ne peut pas y échapper. Je crois que de toute façon, ça arrivera tôt ou tard.
Et l'un des moyens de rester pertinent par rapport à la machine, c'est d'augmenter artificiellement l'intelligence des humains. Donc, de trouver un moyen de les interconnecter avec la machine, avec l'Internet, avec etc., mais de manière, je dirais, transparente entre le cerveau et la machine. Il y a encore probablement quelques décennies de recherche à faire avant que ça arrive. Mais ça arrivera. Donc, votre question est intéressante, mais c'est un débat on peut en parler jusqu'à demain. Hein. Donc, je crois que vous aurez sommeil avant, probablement. C'est vraiment, vraiment intéressant et j'ai vraiment beaucoup appris de cette session aujourd'hui, spécialement ce qui se passe en République dominicaine. Et je pense que ce qui est vraiment important sur ce moment, c'est que les jeunes filles sachent que ce n'est pas seulement d'étudier les informatiques, ce n'est pas seulement d'avoir un master. Doctorat, c'est un petit peu plus compliqué. Mais il faut aussi penser que maintenant, tout le monde fait l'informatique. Qu'est-ce qui te rend différent? Maintenant, ce qui rend les gens différents, c'est un peu l'intelligence artificielle. Dans une décennie, ce ne sera pas la même chose. Donc, il faut toujours essayer d'être au top et de toujours savoir ce qui se passe et d'être toujours, je dirais, vraiment au top à chaque fois. Et ça va vous aider dans n'importe quel domaine, que ce soit l'économie, la médecine, les maths, tout. Être au top, c'est ce qui est vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup, Patrick. Et l'intervention était vraiment, vraiment intéressante et j'ai vraiment beaucoup appris. Et j'espère que les jeunes filles ont pu apprendre et que certaines d'entre elles embrasseront les STEM, et spécialement l'informatique, parce que j'aime beaucoup cette partie-là. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les parvenir et je pourrais les parvenir à Patrick aussi. Donc, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Ça nous a vraiment fait plaisir et passez une très, 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 très bonne journée. Mais merci beaucoup de votre intervention. C'est un plaisir et merci à vous tous. D'accord, merci. Et pour les jeunes filles, je pense qu'on aura une session juste après. Je suis vraiment désolée pour aujourd'hui, c'est vraiment chargé, mais je pense que juste après cette session-là, on a une autre session avec quelqu'un qui fait un PhD à Stanford. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment intéressant. Donc, il ne faut pas la louper. C'est Castelline. Oui, Castelline, oui. On a travaillé avec elle. Castelline, ce sera pour mercredi. Ce sera avec Louis. Elle fait un PhD en psychologie à Stanford University. Donc, les filles, on n'a pas beaucoup de temps. On va terminer cette session et on va commencer l'autre. On n'a pas de temps, on dormira ce soir. OK? D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye bye.